Virtual sobre los actividades en San Lorenzo ganó en 2007 el premio de la Asociación de Museos de Quebec y desde 11 trabaja como encargada de exposiciones en el Museo de las Civilizaciones de Quebec. Démosle la bienvenida a nuestra invitada Carolina Navarro. Bonjour à tous. D'abord, je m'excuse de ne pas pouvoir m'adresser à vous en espagnol. Je vous prie grâce de toute tentative qui serait vraiment présomptueuse. Avant de commencer, je veux quand même vous remercier beaucoup. Je vous remercie tous de me permettre d'être ici. Je veux aussi vous remercier pour la grande qualité de votre accueil. Votre générosité, c'est tout à fait remarquable. Je vais quand même commencer à vous présenter en fait le Musée de la Civilisation en attendant qu'on trouve la solution à notre problème. Donc moi, je travaille au Musée de la Civilisation comme chargée de projet. Et je vais dans ma présentation vous parler d'un projet d'exposition qu'on a réalisé avec les Autochtones du Québec, les 11 nations autochtones. D'abord, je vais justement vous présenter un petit peu le musée et le contexte dans lequel ce projet-là a pris place, ce qui est assez important. Le Musée de la Civilisation à Québec a ouvert ses portes en 1988. C'est à titre de musée de société qu'il a le mandat de faire connaître l'histoire du Québec, de conserver et de mettre en valeur des collections ethnographiques qui représentent notre société, mais aussi toutes les sociétés qui ont contribué à faire du Québec ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, dans ce sens-là, j'en parlais hier dans notre table ronde un peu, je pense qu'on peut y voir vraiment une préoccupation à l'égard déjà de la diversité culturelle. C'est donc dans notre mandat même de mettre, je dirais, les différentes cultures qui font ce qu'on est aujourd'hui en valeur au musée et de les mettre en valeur, justement. Au musée, en plus, l'humain a toujours été placé au centre de nos préoccupations. C'est pourquoi le musée a fait sa marque en développant des expositions thématiques qui, je dirais, rejoignent tant le local, donc la ville de Québec, les gens autour, mais également à l'échelle nationale et aussi internationale. C'est un complexe muséal qui opère en 5 lieux. Vous avez sur les images justement les différents lieux. Et dans l'ordre, on a le musée de Place Royale qui, lui, traite davantage d'histoire coloniale. Ensuite, une petite image du Centre national de conservation et d'études des collections, donc évidemment où on conserve nos collections. Ensuite, le musée de l'Amérique francophone, où on s'attarde davantage à justement l'Amérique francophone, et la Maison historique Chevalier, qui est une maison historique qui va, où on présente finalement les à peu près 400 ans d'histoire de cette maison. Et bien sûr, le complexe principal, le musée principal, qui est le musée de la civilisation. On a 8 salles d'exposition, on accueille, je dirais, autour de 750 à 850 000 visiteurs par année et on compte 234 employés. Ici, vous avez une carte du Québec qui qui place les différentes communautés autochtones des 11 nations. Michel hier vous a présenté un peu le portrait de ces nations-là. Je vous rappellerai simplement qu'au Canada, on a 1,3 million d'Autochtones, de Métis et d'Inuits. Au Québec, selon les données, on parle d'environ 90 000 à 110 000 autochtones. Et là, ça dépend de différents. Les calculs sont différents parce que la façon de se considérer autochtone et la façon dont les autorités politiques reconnaissent les autochtones parfois divergent. Donc ici, compte tenu des lois qui ont été mises en place durant la période, à la fin du 19e siècle, la loi sur les Indiens au Canada, a fait en sorte
étaient autochtones. Et dans ce processus-là, il y a des gens qui, les femmes en particulier, ont, dans certains cas, perdu leur statut. On a rectifié ces choses-là récemment, je dirais, mais il reste encore qu'il y a un flou et certains autochtones réclament le droit de s'auto-proclamer autochtones et de ne pas attendre cette certification gouvernementale. Donc, ça explique un petit peu parfois les différences dans les chiffres. La moyenne d'âge est plus jeune chez les Autochtones que dans la population en général. On va parler de 31 ans à peu près, alors que c'est 41 dans la population générale. Et il faut aussi savoir que la situation socio-économique des Autochtones est assez difficile, en tout cas dans certaines communautés, et donc ils rencontrent énormément de défis importants. Il y a du chômage qui est très élevé, des problèmes liés à la consommation, des taux de suicide assez élevés. Donc c'est une situation particulière, je dirais, et avec laquelle on doit composer. Compte tenu de l'importance que le musée accorde aux sociétés autochtones dans l'optique de son mandat principal, le musée a donc souhaité travailler avec eux selon une approche d'échange et de respect mutuel. Et je dirais aussi que cette optique-là prévaut également pour l'ensemble des Autochtones, pas simplement pour les Autochtones du Québec, mais également pour les Autochtones de partout dans le monde. Et d'ailleurs, on a accueilli une très belle exposition sur les Maoris il y a un an ou deux. Et en ce moment, on a une exposition sur l'art des Autochtones, des Aborigènes d'Australie, qui est magnifique. Répondant à sa mission de favoriser la connaissance globale de la société québécoise et de témoigner de la présence des premiers occupants du territoire, de leur histoire et de leurs identités au pluriel, le musée a choisi de renouveler son exposition permanente sur les Autochtones. Il y avait déjà une expo permanente sur les Autochtones qui était là depuis 1998 et qui s'appelle Les Premières Nations. Elle avait été mise sur pied, cette exposition-là, pour, je dirais, permettre un dialogue de façon continue avec les Autochtones. On l'avait fait aussi dans l'optique, depuis le début du musée, on avait établi différents projets avec les nations autochtones, que ce soit des activités culturelles, mais aussi et beaucoup à partir des collections, puisque le musée a depuis ses débuts des collections autochtones importantes et pour, je dirais, comprendre et modifier ces collections-là, la conservatrice qui s'en est occupée très longtemps, Marie-Paul Robitaille, avait noué beaucoup de relations avec les différentes nations. Donc, il fallait revoir cette exposition-là qui était en place depuis 13 ans au moment où on a amorcé le projet, depuis plutôt 10 ans, je dirais, parce que ça accusait son temps, la muséographie avait vieilli, les propos aussi ne reflétaient plus la réalité contemporaine des Autochtones. Et j'ai une anecdote à ce propos-là parce que quand on a commencé le processus, dont je vais vous parler davantage là, très bientôt, on a fait venir des représentants des nations et on leur a fait visiter cette exposition. Et on leur a demandé par la suite quelles étaient leurs réactions, quelles étaient leurs appréciations, leurs critiques, etc. Et il y a un des représentants qui, si ma mémoire est bonne, était le représentant Nascapi, qui a dit « mais c'est pas possible, quand on est dans cette exposition-là, on a l'impression d'être mort ». Alors, je pense que ça nous avait assez frappé, puis on s'est dit, bon, il faut vraiment faire en sorte qu'on ne présente pas cette culture, ces sociétés de telle sorte qu'ils aient l'impression d'être finalement des cultures qui ne soient plus vivantes quand ils sont dans l'exposition. Donc, il fallait absolument, je pense, présenter la réalité contemporaine des sociétés autochtones, et c'est un peu, je pense, l'élément fondamental, parce que ces gens-là sont là, sont vivants, vivent, et leur culture est vivante, malgré toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées.
Et on voulait aussi mettre cette réalité-là en relation avec les Autochtones à travers le monde. On voulait d'une certaine manière créer la rencontre et symboliquement des nouvelles alliances finalement entre les Autochtones et les publics qui viendraient visiter l'exposition. Cette expo-là s'inscrivait aussi dans une réflexion plus large sur l'ensemble des projets autochtones au musée. Et dans cet esprit-là, on a créé en 2011 un comité d'action sur les projets autochtones, qu'on a appelé le CAPA, pour institutionnaliser cette vision de rapprochement que je viens d'évoquer. Ici, on voit, c'est juste une photo d'une rencontre qu'on a fait, et le comité avait pour mission de veiller à la cohérence des actions du musée avec sa politique, parce que dans le cadre des travaux du comité, on s'est doté d'une politique concernant les projets autochtones du musée. On était là aussi on est toujours d'ailleurs, favoriser la communication à l'interne à propos de ces projets-là et aussi à l'externe. On conseille également tous les projets qui ont un aspect qui concerne les cultures autochtones et on entretient des liens avec les représentants des Premières Nations de l'Est. Je me permettrai de vous lire un petit extrait de cette politique-là, parce que je pense qu'elle reflète à la fois bien l'intention, mais aussi nos préoccupations ici. Alors, les peuples, je la cite à ce moment-ci, les peuples autochtones sont engagés depuis les années 1970 dans des processus complexes d'affirmation identitaire et culturelle, des luttes pour la reconnaissance et des stratégies de mise en valeur de patrimoine matériel et immatériel distincts. Ces mouvements de revendication autochtone ont poussé les gouvernements, les universités et les milieux culturels à repenser leurs méthodes de travail et leurs relations avec les peuples autochtones. Les institutions muséales n'ont pas échappé à cet examen critique. Rappelons à ce titre les recommandations fondamentales du groupe de travail sur les musées et les Premières Nations qui ouvrait son rapport de 1992 par cette déclaration d'intention. Développer un cadre de travail et des stratégies éthiques qui permettront aux nations aborigènes de représenter leur histoire et leur culture de concert avec les institutions culturelles. Alors, l'objectif fondamental de la politique, c'est donc de voir et de permettre au fond qu'on puisse continuer à développer des approches participatives, collaboratives, pour mettre en valeur les Autochtones et leur diversité. Et dans un contexte interculturel de coexistence la plus harmonieuse possible, le musée désire aussi contribuer au rapprochement des Autochtones et des Autochtones et à la valorisation de leurs différents savoirs, savoir-faire et cultures, etc. Pour réaliser ces objectifs, on a, dans le cadre du projet d'exposition, développé un ensemble de perspectives de base et qui visait la mise en valeur, évidemment, des réalités autochtones contemporaines et de différentes manifestations culturelles. On l'a fait selon une approche multidisciplinaire, ça va de soi, je pense, mais en soulignant de façon vraiment spécifique l'expertise du milieu culturel. On va parler d'experts d'usage, on a aussi évoqué ça hier dans certaines discussions. Cette notion-là a été développée entre autres par Hugues de Marine, un Français qui voulait par là mettre l'accent de façon positive sur les savoirs qui émanent justement des principaux concernés, dans ce cas-ci les Autochtones. C'était une façon aussi d'offrir une tribune pour que les Autochtones puissent vraiment nous partager quelles sont leurs principales préoccupations. Et c'est ces différentes expressions-là qui ont été développées à partir finalement de ce qu'on va appeler nous, la concertation, c'est-à-dire c'est tout notre programme de visite qu'on a fait en communauté que je vais vous détailler à l'instant. En fait, avant de se passer, je dirais que ces différentes expressions-là, on a aussi, et ça donne vraiment, je dirais, la base du projet, on les a aussi mises en relation avec les expertises de spécialistes qui soient
non autochtones ou autochtones, de façon à bâtir un contenu qui soit un contenu de référence, qui puisse finalement constituer la base de notre exposition. On avait donc évidemment un comité scientifique. Plus précisément, la façon dont on a travaillé là, en concertation avec les Autochtones, on a, dans un premier temps, mis sur pied un comité qu'on appelle le comité MAMO Ensemble. MAMO, en langue atikamekw, veut dire ensemble, donc on a intégré, et c'est un terme qu'on retrouve à quelques variantes près dans d'autres langues autochtones, donc c'est celui qu'on a choisi. Pour constituer ce comité-là, on a contacté les différentes autorités politiques des nations pour leur demander, en fait, dans un premier temps, pour leur exposer nos intentions, le projet, et leur demander de nous nommer un représentant qui soit du domaine culturel, qui soit finalement notre lien, notre contact pour chacune des nations, et qui soit finalement le membre de ce comité-là. La première rencontre, on en a en fait eu deux durant le processus de réalisation de l'exposition. Il y a eu une dernière rencontre à la fin, après l'expo, mais j'y reviendrai. Mais ces deux rencontres-là ont vraiment été fondamentales dans la mesure où la première, c'est celle où j'ai eu ce commentaire du représentant Naskapi à propos de l'exposition précédente. Cette première rencontre-là a eu lieu en novembre 2010 et c'est là qu'on a mis sur pied les balises fondamentales du projet. À la fois la façon de procéder, mais aussi on est allé chercher les premières préoccupations qui évidemment sont ressorties et qui se sont confirmées sur l'importance du territoire pour les Autochtones, la langue également, toute la question de la transmission culturelle, c'était déjà des thématiques qui étaient des préoccupations majeures. Ensuite, on a, à ce moment-là, déjà commencé à travailler avec un organisme autochtone qui s'appelle la Boîte Rouge Vif, qui est notre partenaire principal. C'est un organisme sans but lucratif qui est affilié à l'Université du Québec à Chicoutimi et qui, au fond, depuis une vingtaine d'années, a travaillé en milieu autochtone à développer des projets de nature collaborative et qui, par là, je dirais, avait comme objectif de donner vraiment des outils aux communautés autochtones pour développer eux-mêmes des projets. Donc, ils faisaient des projets dans l'optique de doter, de permettre aux Autochtones eux-mêmes par la suite de faire différents projets. Donc, avec eux, on a entrepris cette tournée des communautés et on a également tenu l'ensemble, je dirais, des processus. Et donc, la deuxième rencontre également de ce comité MAMO, en milieu de parcours, on a présenté l'état de nos recherches, l'état des résultats où on était rendus. On a pu faire là une première étape de validation et aussi entrevoir la suite. À ce moment-là, on venait je dirais, c'est un an plus tard, en novembre 2011, et on avait pratiquement terminé la tournée de concertation, et donc on pouvait présenter ces éléments-là et obtenir un premier retour sur les éléments. Et aussi, on voit sur l'image justement quelques représentants qui sont allés visiter la réserve muséale. Donc, on a pu déjà discuter entre nous sur, dans ce cas-ci, la culture matérielle, on avait pu recueillir des réactions. Plus concrètement sur le territoire, justement sur le terrain, cette tournée-là, à quoi ça ressemblait, c'était à peu près, je dirais, une semaine de séjour dans chacune des communautés qu'on a visitées. On se rappelle qu'il y a 11 nations, mais il y a évidemment beaucoup de communautés. On a pu en visiter 18, ce qui est quand même pas mal. Et globalement, on a recueilli énormément de matériel. On dit à peu près 300 heures de vidéos, 5000 pages de verbatim d'entrevues
d'échanges de toute nature. Et je prends la peine de dire ici que tout ce matériel-là qu'on a recueilli a été à chaque fois après la rencontre, au retour au bureau, tout le matériel était traité, organisé, retapé, etc. Et tout a été retourné à chacun des intervenants. Les entrevues, le verbatim, les photos, les vidéos. Et ça permettait aussi une première forme de validation. C'est-à-dire que si quelqu'un avait fait une entrevue, on l'avait retranscrit, on l'avait retourné, et que à la lecture de ces propos, la personne trouvait qu'on avait mal traduit, qu'on n'avait pas bien compris, ou que finalement, ce n'était pas exactement ce qu'elle voulait dire, elle pouvait nous le faire savoir et on faisait les corrections. Et ça permettait aussi aux gens d'obtenir ce matériel, de se sentir probablement moins dépossédé de sa culture, des éléments qui étaient partagés. Durant une semaine typique, on avait différentes activités. On avait vraiment un canevas qui était grosso modo recréé à chacune des visites, avec évidemment des variantes parce que la réalité, elle, varie aussi. Mais généralement, on essayait d'avoir une rencontre d'un groupe cible qu'on appelait, c'est-à-dire un groupe qui était constitué de différentes personnes, hommes, femmes, des jeunes, moins jeunes, des aînés, et de telle sorte à avoir une espèce de portrait de la communauté. On leur demandait de nous faire part de ce qui était important pour eux par rapport à eux-mêmes, leur culture, leur communauté et leur nation, pour l'exposition. Qu'est-ce qu'ils avaient envie de dire à propos d'eux-mêmes dans l'exposition. Et bon, ça donnait lieu à différents échanges parce qu'on essayait de faire, je dirais, un bilan de tout ça. Et par la suite, on avait des entrevues avec différentes personnes, des porteurs de savoir qui avaient parfois été justement identifiés par nos représentants. Aussi des projets spéciaux. Tout simplement, si une activité avait lieu au moment où on était présent et que les gens étaient intéressés à ce qu'on les filme, ben, on partait et on allait le faire. On avait également toujours sur place un vox pop pour que les gens puissent, dans un petit endroit à l'écart, seuls, juste partager devant la caméra ce qu'il avait envie de partager. Ça a donné des choses vraiment magnifiques qu'on a évidemment intégrées par la suite dans l'exposition. Je disais que tout le matériel avait été retourné, que ça nous avait permis encore une fois un élément de validation, mais on a aussi développé des outils de communication pour aller valider certaines étapes, c'est-à-dire le concept d'exposition par exemple. C'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à partager et à échanger avec des gens qui ne sont pas familiers avec ce genre de document-là. Donc avec la boîte rouge, on a vraiment fait une version très synthétisée avec du visuel pour permettre d'aller chercher une rétroaction sur cet élément-là qui était quand même un élément important. On a également fait le même exercice avec le scénario, bien qu'on savait qu'on avait une limite, c'est-à-dire qu'on était dans un processus avec une date d'ouverture, donc il y a un moment où ça devient plus difficile d'intégrer, je dirais, les retours, c'est toujours un peu déchirant, mais on a quand même pu au moins communiquer cet élément-là. Ce qui est, je pense, un des enjeux fondamentaux dans ce type de projet. Celui de la communication, surtout quand on travaille avec beaucoup de gens de différents horizons, comme dans ce cas-ci, c'était 11 nations, c'était quand même des réalités très différentes. Les Inuits au nord et les Wendat qui sont dans la région de Québec ou les Mohawks dans la région de Montréal ne vivent pas du tout les mêmes réalités. On a des gens qui parlent pratiquement plus leur langue maternelle, d'autres oui. Et d'autres vont parler français, anglais. Donc, il y avait déjà beaucoup de difficultés, je dirais, de défis à rencontrer par rapport à ça. Et je pense qu'on aurait pu
travailler cet élément-là davantage dans le cadre du projet. Mais encore une fois, ça demande énormément de temps et de ressources. Mais en tout cas, on avait quand même développé ces outils-là dans cet esprit-là. Le matériel qu'on a eu la chance d'obtenir dans le cadre de ce travail-là était, je dirais, vraiment énorme. Alors après, il fallait justement faire quelque chose avec ce matériel-là. Comment le transposer, d'abord dans un concept, oui, mais par la suite, scénario, exposition. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des ateliers avec différents créateurs autochtones. Il y en a eu 4. Et là, dans ce cas-ci, on n'a pas travaillé avec chacune des nations séparément. Et là, on a fait des ateliers où on avait des gens de différentes nations, des créateurs, tout ça, pour qu'eux commencent à faire un choix, une organisation des thématiques, une hiérarchisation, pardon, et aussi commencer à émettre des idées de mise en espace, de dispositifs, etc. Ces ateliers-là ont été très riches, mais on avait encore une fois une multitude de possibilités et puis là, on avait, je dirais, cette difficulté-là de faire ces choix n'était pas évident. On a donc décidé de travailler avec un metteur en scène autochtone, qui est Yves Sylvie Durand, qui est aussi scénographe. Et avec lui, on a réussi à mettre en forme de façon globale l'ensemble de ces préoccupations-là. C'est vraiment avec lui qu'on a donné la forme actuelle de l'exposition, qui, au fond, est séparée en 3 grandes zones, qui sont, quand on entre dans l'exposition, on a le présent, la réalité contemporaine des Autochtones, ce qu'on voulait vraiment faire ressentir en premier lieu. On a une grande section qui traite du passé, d'abord très ancien, au début de l'occupation du territoire, il y a environ 12 000 ans, jusqu'à la rencontre avec les Européens. Et c'est la période coloniale qui va nous mener aux politiques d'assimilation du 19e siècle. Et on a une dernière grande section qui traite qu'on a appelé le futur, mais qui traite des enjeux contemporains dans une perspective d'avenir, d'ouverture, etc. Les objets qui sont dans cette exposition-là ont été en partie justement aussi choisis dans le cadre d'ateliers qu'on a fait avec les gens, avec les Autochtones. On a dans ces ateliers-là également eu la chance de recueillir de l'information sur les objets, parce que souvent les objets malheureusement ne sont pas très bien documentés. Et donc, c'est là qu'on a, je dirais, réussi à donner forme à tout ce matériel-là. Et dans le cadre des ateliers, je dirais, on a fait le même processus avec les créateurs qui étaient présents. On leur a aussi retourné les rapports, etc., pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Je vous montre ici une petite image. On n'en voit pas, peut-être pas très bien, mais on voit des mocassins disposés, et donc c'est un peu un chemin de mocassin qu'on a voulu représenter, et ça fait partie de ces idées de mise en forme, mise en espace qui émanaient de ces ateliers-là. Ces mocassins représentent un peu la marche des Autochtones vers l'autodétermination. Donc on est dans la partie justement des enjeux contemporains tournés vers l'avenir. Dans l'exposition, il y a d'autres exemples. On a travaillé la salle de telle sorte à courber un peu l'espace pour que ce soit moins carré, que ça reflète davantage un univers autochtone. On a de très grands écrans sur lesquels on projette des images du territoire selon les saisons, les moments de la journée, matin, soir, etc., qui sont animés et qui viennent répondre à cette préoccupation du territoire et comment se faire sentir autrement dans l'espace. On nous avait aussi demandé de créer, d'avoir finalement une entrée et une sortie, de pouvoir entrer et de sortir par le même espace dans l'exposition. Comme on entre et on sort d'un petit qui est une
d'habitation traditionnelle. Et la salle dont on disposait n'était pas configurée pour qu'on puisse faire ça, parce qu'on avait une entrée d'un côté, une sortie de l'autre, la salle étant en forme de L. Et moi-même, j'étais surprise, mais on a réussi à convaincre les ressources matérielles du musée de littéralement ouvrir le coin pour créer cet espace d'ouverture et permettre d'entrer et de sortir finalement par le même endroit. Et cette entrée nous permet d'arriver dans l'espace central où on présente la réalité contemporaine. On a évidemment dans l'exposition d'autres éléments, mais on a aussi plein de vidéos, mais certains qui ont été réalisés par des cinéastes autochtones. On a ces grands écrans dont j'ai parlé. La zone centrale est aussi en forme circulaire, c'était pour évoquer les lieux de rassemblement. Et bon, il y avait aussi, on voit ici justement l'espace central où on présente les différentes nations. Et les vidéos qui sont là sont tous constituées d'images qui ont été tournées dans les communautés. Donc on voit vraiment les gens et ce ne sont pas des portraits exhaustifs, mais c'est vraiment comme une espèce d'instantané où on sent les gens en train de marcher dans leur communauté. Parfois, c'est des images en camion roule qui ont été portés dans une visite. Ce sont des beaux moments, des espèces de petits instantanés de leur réalité. Un autre aspect important, c'est celui de l'intégration de l'art contemporain autochtone. Et ça, on a pu le faire. On a eu la chance de pouvoir travailler avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, qui nous a, au fond, permis d'offrir 3 bourses à des artistes autochtones qui réalisent une œuvre spécifiquement destinée à l'exposition. Et ça m'amène à parler de l'intégration du thème de la spiritualité dans l'exposition. Ça, c'était, je dirais, un défi parce qu'on nous disait c'est vraiment fondamental dans notre culture. C'est complètement différent de ce que vous vivez, vous, comme catholique, etc. Mais moi, je ne peux pas en parler parce que c'est les aînés. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Et quand on se tournait vers les aînés, les aînés étaient très réticents à aborder ça. C'est arrivé que certaines personnes en parlent, mais c'était très difficile. On sentait qu'on avait quelque chose qui était délicat. Et donc, on a aussi eu des discussions avec des membres du comité scientifique, anthropologues, et finalement, de cet échange-là est ressorti le fait que ça devait être présent de manière transversale, on pourrait dire, dans l'exposition, qu'il fallait davantage le faire ressentir que de faire un dispositif qui serait là pour expliquer ce qu'est la spiritualité autochtone. Et ces artistes-là qui ont eu ces bourses nous ont permis en quelque sorte de faire de réaliser ça dans la mesure où ils avaient le choix de choisir, ils avaient un choix de thème pour leur œuvre et finalement ils ont choisi ce thème. Donc les 3 ont vraiment abordé l'art en s'inspirant d'éléments de la spiritualité autochtone. Et on en a 3, je disais, et chacune dans chacune des grandes zones. Et ça rejoignait aussi une autre préoccupation des Autochtones qui disaient l'art est important, mais pas nécessairement l'art pour l'art, mais l'art comme moyen de communication. Sur l'image, vous avez l'œuvre de Lydia Mesto-Gaucho-Paradis, qui est une jeune artiste Innu. Et elle, dans cette installation-là, elle nous explique que dans le fond, c'était la synthèse de sa vision et de ses préoccupations en ce qui concerne les relations intergénérationnelles avec le territoire et la spiritualité. Donc, les éléments spirituels que les aînés utilisaient sur le territoire, le dessinal pour eux, sont d'inspiration. Les 3 objets principaux sont la tente tremblante, la tente à sudation et le tambour. Et c'est présent pour elle dans la façon dont elle a structuré son œuvre, la technique aussi, parce que la façon dont les joints poussent
planche lettrée, c'est une technique traditionnelle pour faire les tambours. Et ces éléments-là, en fait, sont tous des moyens de communication avec le monde des esprits et le monde réel. Et au centre, je ne sais pas si on voit très bien, mais on a des cordes qui sont tendues entre le haut de la structure et les pierres en bas. Les pierres représentent les aînés. Et la corde tendue, c'est la jeunesse, la force de la jeunesse qui essaie de porter finalement ce patrimoine-là et de le rendre vivant et actuel dans une expression contemporaine. La deuxième œuvre est celle de Jacques Néouachiche, qui est un Atikamekw. Et lui a choisi d'illustrer la profondeur de la relation des Autochtones avec le territoire en s'inspirant d'une légende autochtone. iPad vient de s'éteindre, je ne sais pas si ça va allumer. Est-ce que je peux avoir un petit soutien technique pour l'iPad? Je vais continuer sur... on l'a changé. L'œuvre de Jacques, rapidement, donc, s'inspirait d'une légende autochtone et qui, dans cette légende-là, parle des esprits qui sont venus sur Terre pour les humains, pour leur donner finalement tout ce qui constitue le monde, les arbres, les plantes, nourrir, les protéger, les êtres humains. Et dans son installation, lui invite les gens à venir à l'intérieur et pour que la musique, etc., et pour finalement que les gens réfléchissent à cette question. Maintenant, moi, que puis-je faire pour la Terre, mais que puis-je faire aussi pour les frères et les sœurs, etc. OK, on est rendu à la troisième œuvre qui est celle de Lydia, pas Lydia, mais plutôt de Anaclas, qui, elle, est située dans l'espace central et qui est une suspension qui, dans son cas, s'est inspirée d'une légende, en fait, d'un mythe de création du monde chez les Iroquois. Et c'est la femme qui tombe du ciel qui va, mais qui est rattrapée par une volée d'oiseaux qui va être déposée sur le cou d'une tortue, c'est tout ce qui va donner naissance au monde. Et son inspiration dans ça, c'est de dire, c'est un ensemble d'éléments qui va constituer, on ne voit pas l'ensemble, mais comme une espèce d'envolée d'oiseaux, parce que vous voulez, je dirais, évoquer davantage l'envolée que la chute, mais aussi les liens qui existent entre le monde terrestre et le monde des esprits. Sur l'image suivante, si on peut la changer, on voit aussi ici un autre dispositif, c'est on a appelé le mur des raquettes, mais qui était là pour représenter dans la section du passé les grandes migrations sur le territoire au début finalement de l'installation des Autochtones sur le territoire. Et c'est une zone importante parce que on trouvait fondamental que l'on puisse, au fond, faire ressentir la profondeur de l'enracinement des Autochtones sur le territoire pour que les visiteurs et les non-autochtones comprennent cette importance-là et ce lien particulier qu'ils entretiennent toujours aujourd'hui avec leur territoire. À la suivante, est-ce qu'on peut changer? Merci. Alors, pour bâtir un contenu de cette nature-là, un contenu qu'on appelle l'œuvre de référence, parce que l'exposition va être présentée de façon permanente et dans un projet de nature interculturelle, comme je le disais un peu plus tôt, on a eu recours à des spécialistes de contenu de type universitaire et aussi à nos experts d'usage. Et on le fait parce que il fallait se soucier également, puis de différentes façons. Évidemment, on avait les avis des conseillers professionnels, des comités scientifiques, etc., qui ont fait des rapports. On a réussi à juxtaposer ces données, cette connaissance scientifique avec les données qui émanaient des concertations. Et c'était vraiment fascinant de voir à quel point les préoccupations des Autochtones qu'on a rencontrés
pouvait vraiment rejoindre finalement les travaux scientifiques. Et on le fait aussi parce que on se devait de donner des clés de lecture et de compréhension à nos visiteurs pour qu'ils puissent apprécier, je dirais, cette diversité des nations, des expériences, pour qu'ils puissent comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Il fallait donc retourner dans le passé, et c'est sûr que les préoccupations des Autochtones, les connaissances ne pouvaient pas permettre d'expliquer des éléments qui ont eu lieu il y a 10 000 ans, ou même simplement parfois il y a 400 ans. Et l'idée était vraiment de juxtaposer ces éléments-là, que ce soit complémentaire, et ça donnait un contenu intéressant où tout le long du parcours, même quand on est dans le passé ancien, on a toujours des éléments, soit par l'audiovisuel, des citations de l'actuel, c'est-à-dire ce qui est encore vivant de ces éléments-là. En archéologie, par exemple, on a, à différents endroits dans l'exposition, on a un dispositif interactif et qui nous a permis parfois de développer des contenus de façon plus approfondie, entre autres sur l'archéologie. Et là, on a un archéologue autochtone qui nous parle et qui nous parle de sa démarche à lui. Justement, lui, comme archéologue, qui a fait sa formation universitaire, il travaille à lui-même justement juxtaposer les différents types de savoir, allier la tradition orale avec sa formation universitaire. C'est Bruno Kistavich, qui malheureusement est décédé il y a seulement quelques semaines. À la suivante, on voit une image de Prenons 12 places, qui est une petite exposition itinérante qui est dans la foulée de cette expo-là, qui a été présentée entre autres au Musée des Abénaquis, et qui avait pour objectif de présenter le processus justement de réalisation de l'exposition et aussi les grands thèmes qui en étaient ressortis. On avait les images de l'expo également. Et l'idée de faire une expo itinérante est venue dans la volonté de rejoindre davantage d'Autochtones, ceux qu'on savait qu'on n'allait pas nécessairement être en mesure de voir au musée, compte tenu de l'éloignement, bien entendu. Et dans l'esprit, je dirais, de retour également, on a développé ce projet-là. Normalement, il devrait aller chez les Inuits dans peu de temps. Il y a aussi, c'est vrai, un atelier dont je n'ai pas vraiment parlé dans ma présentation, mais je pense que ça vaut la peine que je m'y attarde un petit peu. En termes d'échange, parce que je pense que les mots-clés, c'est vraiment le dialogue et l'échange. Le musée détient des expertises, des savoirs, mais les Autochtones dans ce cas-ci en détenaient énormément aussi. Et parfois, on délimite en termes de moyens. Donc, je donne l'exemple on est allé faire chez les CRI, ça existait très loin de Québec, un atelier spécial pour aller filmer la réalisation d'un manteau en peau de lièvre, mais selon une technique traditionnelle très spécifique. Et ça peut s'organiser avec évidemment des gens, un agent culturel CRI sur place. Et cette dame qui a fait ce manteau-là est la dernière personne chez les CRI à connaître la technique très spécifique. Et donc, elle a 92 ans, elle ne parlait pas français ni anglais, elle ne parlait que le CRI. Donc, on avait un interprète CRI sur place, l'équipe audiovisuelle, puis ils sont allés filmer toutes les étapes et on a pu mettre ces documents extraordinaires dans l'exposition, mais on l'a fait et on a eu un accueil chez les CRI parce qu'en leur retournant tout ce matériel-là, eux vont pouvoir s'en servir pour la transmission culturelle. Et donc, c'est ça, ce projet spécial nous a donc permis finalement de faire un échange à la fois de contenu et d'expertise qui a permis je dirais, probablement sauvegarder un savoir et pour nous est vraiment précieux parce que
le manteau, en plus, est dans l'exposition et on a le document où on présente tout le processus pour y arriver. À la suivante, on va voir si on peut changer la diapo. Avant. Il en manque un, on dirait pas ça. C'est bon. L'exposition a ouvert ses portes en novembre 2013. Moins d'un an plus tard, le 15 septembre 2014, on a eu un incendie dans la toiture du musée. C'était un incendie assez important. Heureusement, nos objets ont été sauvés. Par contre, l'eau a fait, évidemment, comme toujours, énormément de dommages. Ça a forcé le musée à fermer la moitié de ses salles. Et la salle qui était la plus touchée était celle, justement, de C'est notre histoire d'exposition. Donc, on a dû tout retirer, mettre en quarantaine les objets pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'humidité qui avait provoqué des moisissures, etc. Et on a dû recommencer, tout reconstruire au fond. On ne recommençait pas tout, mais on devait tout reconstruire et même dans la salle refaire un système électrique, ventilation, plancher, etc. La suivante, s'il vous plaît. Merci. Mais cet événement-là, malheureux, quand même, nous a permis, malgré tout, de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas été en mesure de faire. Et là, je reviens à la Malraux. Je vous disais qu'on avait eu 2 rencontres pendant le processus, mais la boîte rouge vite, notre partenaire, après l'ouverture de l'exposition, a fait un exercice avec ces représentants-là pour, lors d'une rencontre, après une visite évidemment de l'exposition qu'ils avaient déjà vue, recueillir leurs réactions sur ce qu'on avait finalement réalisé. Et évidemment, il y avait des critiques, il y avait des éléments qu'on avait aussi observés qui fonctionnaient moins bien, des choses qui étaient, je dirais, moins bien comprises en termes de design, des erreurs qui s'étaient glissées par rapport au contenu. Et on a donc pu travailler on a pris en compte ces critiques-là et on a fait des changements, des corrections au fond. On a pu réintroduire des éléments qui provenaient des concertations, des citations en lien avec les objets. Puis pour le faire, parce qu'on avait, je dirais, rencontré des limites, des fois on a des limites d'espace, on a des bateaux, et à un moment donné on n'est plus capable de tout mettre. Et donc on a diminué le nombre d'objets pour recueillir un peu d'espace, réintroduire des éléments de parole autochtone de cette manière-là. Pas qu'il n'y en avait pas, évidemment, il y a tous les audiovisuels qui portent énormément cette parole-là. Mais on l'a fait dans cet esprit-là. On a revu certains aménagements d'objets aussi pour que ça corresponde davantage à ce qui avait été souhaité. Des éléments de design aussi, comme je le disais, il y avait dans l'exposition, on a un récit audio qui vient ponctuer, introduire et conclure chacune des zones de l'exposition, qui est écrit par une jeune écrivaine Inou. Et l'installation physique était vraiment complètement incomprise. Donc, on l'a refait au complet. Et voilà, donc ça nous a vraiment, je dirais, permis d'aller plus loin. On a changé, entre autres, l'emplacement du Rabasca. Si on regarde la photo de gauche, on voit dans le haut le devant de cet immense canot qui est vraiment magnifique, qui a été réalisé par un artisan Atikamekw et qui ne nous appartient pas, appartient à la nation Atikamekw, qui est très important pour eux et gigantesque, on ne peut pas le sortir comme ça de la salle, il faut lui trouver un espace. Il était déjà dans l'expo précédent. On l'avait mis à un endroit, mais qui était un peu caché. Alors, avec la designer du musée qui avait travaillé sur le projet, parce qu'il y a toute l'équipe du musée, évidemment, ils ont réussi à trouver de façon un nouveau dispositif pour ce Rabasca-là, ce qui n'était pas quand même une mince affaire. On a aussi intégré à l'extérieur de la salle, dans le corridor, sur le mur, un résumé du processus derrière cette expo-là, pour que les
les visiteurs comprennent davantage je dirais, le contenu et puissent l'apprécier à sa juste valeur. En terminant, je vais justement vous citer les mots de Naomi Fontaine, qui est cette jeune écrivaine qui a écrit le récit audio, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui rend bien l'esprit de l'exposition. Alors, elle nous dit « L'histoire que je veux vous raconter n'est plus que blanche. Elle se passe à l'intérieur des terres, des mers et des hommes. Elle a une visée, bien sûr, une visée très simple, pas idéaliste. C'est de parvenir à regarder qui nous sommes et à accepter d'où l'on vient. Cette histoire a des failles et elle a aussi des forces incroyables, une résilience, une témérité, comme la finalité, un désir de changement. » Merci. Bueno, recordarán que tenemos una posibilidad de preguntar vía las tarjetitas que tienen ustedes, si fuera el caso. ¿Hay alguien que nos ayude a recoger las tarjetitas, por favor? Parece que ya no hay tarjetitas, dice alguien. Tenga suerte. C'est une bonne question. La question, c'est pourquoi vous séparez les Premières Nations et les Inuits? Et en fait, c'est que ce qu'on appelle les Premières Nations sont arrivées beaucoup plus tôt que les Inuits. Les Inuits ne sont pas une Première Nation au sens strict, et c'est tout simplement ça qui explique la distinction entre les deux. Donc c'est vraiment une vague de déplacement tardif. Pregunta si los autóctonos acostumbran ir a los museos usualmente. On a des visiteurs autochtones, et là, cette question-là, je dirais, m'amène à vous dire que la réalité autochtone au Québec est vraiment très distincte d'une communauté à l'autre. À Québec, il y a une communauté qui est tout près, là, on est vraiment dans le même secteur, ce sont les Hurons-Wendat. Et donc, on a des liens plus serrés, évidemment, avec eux. Ils sont vraiment, je dirais, partie prenante de l'ensemble de ce qui se passe dans la région. On a parfois des visiteurs qui viennent de très loin, des Inuits, mais c'est certain qu'on travaille, c'est un défi aussi. Ils ne sont pas nécessairement, c'est pas nécessairement naturellement qu'ils vont venir au musée, mais on travaille à favoriser ces visites-là. Je pense que souvent on va les avoir quand on a des autochtones qui viennent, parce que quand ils se promènent dans l'exposition, ben justement ils vont voir, ah mais ça, ce sac-là, c'est mon cassin, c'est raquette, a été fait par mon grand-père ou ma tante, etc. Et souvent, c'est comme ça qu'on réussit à aller chercher un peu ces impressions-là. Mais c'est un défi qu'on doit essayer de relever. Más. Caroline. Vamos a entregarle a Caroline un reconocimiento. Hola, buenos días a todos. Presento a Arturo. Él está en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de Lima y es coordinador de espacios comunitarios. Oui, merci.
Bueno,